Bien, donc bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les lycées qui sont connectés. Donc on va enfin démarrer cette visioconférence qui est donc consacrée aujourd'hui aux formations licence, master et doctorat du domaine des sciences humaines et sociales. Je suis Isabelle Sauron, je suis psychologue de l'éducation nationale à l'ONICEP et j'ai autour de moi à Aix, sur le site d'Aix, Bruno Dovier, qui est professeur de psychologie différentielle à AMU, à Aix-Marseille Université, ainsi qu'une étudiante, Léa Olivier, qui est étudiante en L3 de psychologie, qui vous parlera un petit peu de son parcours tout à l'heure. En duplex avec nous à Avignon, il y a Paul Payan, donc, qui va représenter l'histoire et la géographie du coup. Mathieu Ferrin pour information communication, ainsi qu'un étudiant, Gabin Windendel, j'espère que je prononce bien son nom, qui est en L1 Infocom à l'UAPV à Avignon. Voilà, donc pour démarrer, une petite introduction sur les différents salons, journées portes ouvertes qui vous sont offerts cette année. Alors, comme vous pouvez le voir, les salons sont pour la plupart déjà terminés. J'espère que vous êtes allés au Parc Chano ou à Avignon pour ces salons de l'orientation. Il reste Gap encore et peut-être d'autres dont je n'ai pas mentionné les dates sur ce PowerPoint. Les journées portes ouvertes, ça va être aussi important pour vous. Donc à AMU sur le site d'Aix-en-Provence le 6 mars. Et sur le site de Marseille, principalement pour les sciences, ce sera le 2 mars. Donc les dates, nous les mettons à jour sur le site de l'ONICEP. Donc je vous invite, si vous voulez visiter d'autres écoles, vous allez voir sur le site de l'ONICEP leur date de journée portes ouvertes. Les fiches formation, licence ou même master, vous pouvez les retrouver sur les sites des deux universités. Donc là, vous aurez un détail sur tout ce qu'on fait dans chacune de ces licences. Donc je vous invite à aller voir sur le site d'AMU que je vous ai indiqué, sur le site d'Avignon. Les guides entrée dans le SUP après le bac, édités par l'ONICEP, vous avez normalement tous eu un exemplaire, puisque chaque lycéen est destinataire d'un exemplaire. Vous avez dû les avoir un petit peu après les vacances de Noël, je pense. Si vous ne les avez pas encore reçus, demandez-les dans vos établissements, demandez-les à vos professeurs principaux, vous devez tous en avoir un. Ça recense toutes les formations que vous pouvez faire après le bac dans notre académie. Alors un petit point sur le site terminal 2018-2019 édité par l'UNICEF également. Voilà, ça c'est la façon dont ça se présente. Le site, je vous invite à aller le visiter également. Vous aurez pas mal d'informations sur les formations dans toute la France, sur les métiers, il y a des vidéos, etc. Donc je vous laisse également aller l'explorer. Parcoursup, alors je vous conseille de télécharger l'appli Parcoursup. Alors c'est pas tout de suite, je crois que c'est dès le mois de mars que vous pourrez le faire. En mettant une adresse mail valide pour que vous puissiez recevoir les informations. Vous avez donc des tutos, des informations, les attendus de chaque formation, les taux de réussite, les débouchés qui normalement vous sont indiqués pour chacune des formations. Donc vous pouvez aller vous renseigner avant de vous décider de choisir telle ou telle formation. Il y a certaines formations qui ne sont pas encore sur Parcoursup, donc là il faut que vous alliez vous inscrire directement auprès des établissements. Si vous ne les trouvez pas sur Parcoursup, vous allez téléphoner directement aux établissements. Il y en a de moins en moins qui ne sont pas sur Parcoursup. Alors les notes, donc vous savez que ce sont les 5 trimestres qui sont pris en compte. Donc votre année entière de première, ainsi que les 2 premiers trimestres de terminale. Vous avez 10 vœux, donc là c'est à faire, et une possibilité de 20 sous-vœux. Donc là je vous laisse aller voir Parcoursup pour plus de détails. Ce qui est important pour vous, c'est que les vœux doivent tous être motivés. Donc vous avez pour chacun des vœux un petit texte à rentrer sur votre motivation, sur vos atouts par rapport aux attendus de chaque formation. Et vous avez, c'est nouveau cette année, la possibilité de signaler également toutes vos activités extrascolaires, vos engagements associatifs ou autres, ou les stages que vous avez pu faire, qui peuvent motiver vos demandes.
Ensuite, vous devrez confirmer et fournir tous les éléments qui vous sont demandés avant le 3 avril. Vous avez des fiches à venir qui sont renseignées dans vos établissements. Chacun de vos vœux sont appréciés par le conseil de classe et par le chef d'établissement. Ils sont ensuite transmis à Parcoursup. Vous pouvez faire des vœux dans toute la France, suivant un quota qui est fixé par chaque académie, par les recteurs. Donc ne vous interdisez pas non plus d'aller voir les formations dans d'autres académies. Il est possible aussi d'intégrer d'autres formations ailleurs. Les universités proposent des aménagements qui n'auraient pas tous les prérequis demandés, donc la plupart des universités le font. Ici, les 2 universités le font. Vous pouvez faire éventuellement des licences en 4 ans au lieu de 3 pour vous aider à réussir dans ces licences. Les établissements d'accueil vous enverront des propositions. Donc cette année, les délais ont été raccourcis, ça sera entre le 15 mai et le 19 juillet. Et vous devrez confirmer vos propositions ou mettre certaines propositions en attente. Dès le 15 mai, donc vous aurez la possibilité d'avoir une liste d'attente et d'être sur répondeur. Et un répondeur automatique pourra classer vos vœux suivant ce que vous aurez rentré dans le répondeur et répondre à votre place. Donc ça peut être pratique pour partir en vacances. Le répondeur fera le travail à votre place. Si vous n'avez pas reçu des réponses positives, si vous n'avez que des réponses négatives, vous serez accompagné par les équipes éducatives, par les psychologues de l'éducation nationale, par vos professeurs principaux, après le 15 mai et ce jusqu'au 14 septembre. Les inscriptions administratives, alors pensez à les faire. Une fois que vous serez admis dans des formations, il faut évidemment aller valider les inscriptions dans l'établissement que vous aurez choisi d'intégrer. Les résultats du bac seront le 5 juillet, ça vous devez déjà le savoir. Et il y a une année de césure possible après le bac. Donc si vous voulez faire une petite parenthèse dans vos études, pensez quand même à vous inscrire sur Parcoursup. L'inscription est quand même obligatoire pour bénéficier de cette année de césure. Voilà, ça c'est un récapitulatif de Parcoursup que vous pouvez trouver sur les sites de l'ONISEP ou sur les sites EduScol du ministère de l'Éducation nationale et sur Parcoursup. Donc tout vous est vraiment bien expliqué. Vous pouvez retrouver tout ce que je vous ai dit là rapidement. Vous pouvez le retrouver sur le site de Parcoursup. Voilà, moi j'ai terminé. Je vais vous laisser avec Monsieur Dauvier qui va vous présenter du coup la psychologie, les études de psychologie à AMU. Bonjour à tous. Alors, je suis effectivement enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université, en particulier en psychologie. Je vous présente, je pense assez rapidement, les études en psychologie parce qu'il me semble que le plus intéressant, ce sera dans l'interaction. J'ai préparé un certain nombre de diapositives, dont certaines répondent peut-être spécifiquement à des questions que vous pourriez avoir sur Parcoursup. Donc, j'attendrai que vous me posiez ces questions. Je vais plutôt vous présenter dans l'immédiat l'idée générale d'études en psychologie pour que vous puissiez vous faire peut-être une représentation plus précise. Alors, la psychologie, vous en avez sans doute entendu parler peut-être en philosophie dans vos cours au lycée. Vous avez vu là, comme je le présente, je dis que c'est une science qui étudie le fonctionnement psychologique. Les mots-clés qui pourraient vous venir à l'esprit seraient peut-être l'esprit, en l'occurrence, la pensée, le comportement, le cerveau. Vous avez vu qu'il y a des éléments déjà presque de niveau biologique. Plus spécifiquement au niveau psychologique, les mécanismes qui nous intéressent, ça pourrait être la mémoire, l'attention, le raisonnement, les émotions, les motivations, la personnalité, les interactions sociales, le développement, puisque le fonctionnement psychologique est quelque chose de très évolutif, ça évolue au cours de la vie. Et puis parfois, ça fonctionne plus ou moins bien, ça dysfonctionne, il y a des pathologies particulières qui pourraient être liées à des fonctionnements psychologiques particuliers. Voilà un peu les grands mots-clés de ce qui vous sera expliqué si vous choisissez de faire des études en psychologie. Ces différents éléments, ces différents concepts sont présentés dans un certain nombre de disciplines. Alors je vais vous faire un petit listing, c'est les différentes disciplines, sous-disciplines de la psychologie. Il y en a une première s'appelle la psychologie cognitive, et donc c'est tout ce qui est lié à la façon dont on traite l'information, donc la mémoire, le raisonnement, l'attention.
Associé à cette psychologie, on peut aussi chercher à comprendre les déterminants neurologiques de ces fonctions. Et donc ça, ce serait la neuropsychologie. Et un des éléments d'usage, de façon de mettre en œuvre ces connaissances pour, pourquoi pas, appliquer ça à la facilité avec laquelle on comprend le monde, pourquoi pas des interfaces, pourquoi pas des outils informatiques. Ça, cette application s'appelle l'ergonomie cognitive. À d'autres niveaux d'observation, on peut aussi étudier le fonctionnement psychologique dans les interactions sociales, et ça, c'est la psychologie sociale qui s'en occupe. Une des applications possibles de la psychologie sociale, c'est la façon dont les interactions sociales se structurent dans le monde du travail. Et donc, c'est une application qui s'appelle la psychologie du travail. Une autre application possible est la psychologie de la santé, qui est très liée à des éléments comme ça d'interaction sociale, qui peut aussi parfois être liée à ce qu'on appelle la psychopathologie, qui sont ces fameux dysfonctionnements. Voilà plusieurs disciplines. Je continue. Quand on est face à un dysfonctionnement, on peut aussi réfléchir à comment tenter de le réguler, comment on peut aider des personnes qui sont en difficulté, pourquoi pas par rapport à une maladie ou une maladie psychologique particulière ou même plus généralement. De manière plus générale, on peut aussi étudier le développement des processus psychologiques et pourquoi pas comment ces processus se différencient. À un moment donné, en fait, on n'a pas tous les mêmes fonctionnements et ça, c'est le principe de la psychologie différentielle. Une application possible de cette approche, de la psychologie différentielle, de la psychologie du développement, ce serait les psychologies de l'éducation ou de l'orientation. Alors, à Aix-Marseille Université, ces différentes formes de psychologie sont structuré en 4 départements, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je préférais plutôt des petites animations que je ne connaissais pas, c'est le diaporama qu'on a. Alors, voilà l'organisation. La licence de psychologie, comme toutes les licences, elle est en 3 années. Donc la première année est consacrée aux éléments fondamentaux, disciplinaires, et puis on présente aussi les grandes méthodologies, dont je vous ai dit que un grand nombre d'entre elles sont scientifiques. En deuxième année, on consolide ses enseignements, et en deuxième année, il n'y a pas encore de spécialisation. La spécialisation intervient pour nous en troisième année, en fait essentiellement au semestre 6, où on choisit des options qui préfigurent les formations de master qu'on pourrait choisir par la suite. Donc ces masters qui se font en 2 ans, qui pour nous ont pour but d'accéder au titre de psychologue. Le titre de psychologue, c'est un titre professionnel. À Aix-Marseille, il y a 8 masters. 8 spécialités de master qui donnent accès au titre de psychologue. Et vous voyez qu'ils sont structurés de manière, je ne sais pas si c'est lisible pour nous, ça ne l'est pas très bien, donc je ne sais pas si c'est le cas pour vous. En tout cas, les différentes disciplines et les différentes applications dont on parlait tout à l'heure sont réparties dans les différents masters. Donc on a la psychologie du travail, la psychologie de la santé, la psychologie de l'orientation, la psychologie ergonomique, et puis aussi la psychopathologie, la psychologie clinique. Je vais peut-être aller un peu vite, vous me demanderez si vous voulez des précisions sur ces éléments-là. On a aussi des masters qui sont assez associés à la psychologie, qui ne donnent pas pour autant le titre de psychologue. Par exemple, le master de sciences cognitives, qui s'adresse à des gens, entre autres, qui voudraient poursuivre leurs études dans le cadre d'un doctorat. Master MEF, dont vous avez probablement déjà entendu parler, les masters de sciences de l'éducation ou de neurosciences sont des masters qui reposent en grande partie aussi, en partie en tout cas, sur des connaissances qu'on a pu construire dans le cursus de psychologie au cours de la licence. Et puis on est dans un cadre licence, master, doctorat, sachant que pour être psychologue, il faut le master. Pour être chercheur en psychologie ou enseignant-chercheur, on fait un doctorat qui dure 3 ans supplémentaires. Tout au long de cette formation, des passerelles sont possibles. La licence 1, par exemple, on constate qu'en licence 1 en psychologie, la moitié des étudiants ont déjà fait une autre licence 1 ou une autre formation, qui peut être médecine, qui peut être un BTS, etc., qui viennent. Et la moitié des étudiants qui ont commencé par la psychologie, en fait, poursuivent dans une autre discipline par la suite. La licence 1 est
quelque chose qui reste, voilà, une étape où des choix se font et donc des réorientations sont fréquentes. Par la suite, le taux de réorientation est beaucoup plus faible, mais à chaque niveau, d'autres orientations que celles qui sont précisées là restent possibles. Je pense aux études d'orthophonie, d'ergothérapie, etc. Il y a quand même un grand nombre de possibilités. Voilà, ça fait quelques minutes que je parle. Après, j'ai une description plus précise des différents yeux, mais ce serait peut-être un peu long. Hein. Bon, mais ce qu'on va faire, c'est que on va stopper là. Et puis, de toute façon, on attend vos questions. Vous savez qu'il y a un chat lors de ces visioconférences. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur les ordinateurs de votre lycée. On attend vos questions. On y répondra tout à l'heure. Pour l'instant, on va peut-être voir avec vous, Léa. Vous êtes étudiante en licence 3, en psychologie de quelle à Aix, en psychologie. D'accord, psychologie tout court, vous n'avez pas encore de mention. Non. Et dites-nous comment ça se passe pour vous ces années de licence, comment ça s'est passé pour vous en première année, vous êtes adapté facilement? Alors la première année, il est vrai qu'il faut être organisé. Sinon on peut vite être complètement perdu. Mais sinon, en ce qui concerne le travail, je dirais que c'est la suite logique de ce qu'on attend après le lycée. C'est pas une année insurmontable, il faut travailler. Au niveau des examens, je pense que certains élèves sont au courant, mais ça se passe en semestre. On a des partiels, c'est pas du tout comme au lycée. Il y a très peu de contrôle continu, donc c'est vraiment important d'être régulier dans le travail, de travailler toutes les semaines. Puisque un semestre c'est 12 semaines, si je ne me trompe pas, et au bout de ces 12 semaines, on passe des examens sur les matières qu'on a eues, donc c'est important d'être régulier sur le travail. La première année, voilà, ça se passe comme ça. La deuxième année, c'est l'approfondissement des connaissances, comme disait M. Doubier. Et en troisième année, là, on va vraiment un peu plus se spécialiser. On nous demande un stage obligatoire. Il n'y a pas de stage à faire avant en L1 ou en L2. Par contre, on peut faire des stages libres. C'est très bien. C'est vrai qu'on dispose quand même de plus de temps qu'au lycée. On a à peu près 25 heures de cours, il me semble, en première et deuxième année. Donc c'est vrai que ça laisse le temps de travailler ces cours et en plus de faire un stage libre. C'est faisable et c'est très enrichissant. Enfin, personnellement, je l'ai fait, j'ai trouvé que c'était... Vous allez faire un stage obligatoire de L3 oui. Dans quel endroit Dans une association qui s'occupe de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, de Korsakoff. D'accord. Vous avez déjà trouvé votre stage. Vous l'avez trouvé toute seule? Oui. D'accord, c'est bien. Et du coup, après cette licence, vous envisagez un master? Oui. Parce qu'il faut aller jusqu'au master quand on a commencé psychologie. Si on veut le titre de psychologue, c'est vrai qu'il faut aller jusqu'au bout. Hein, sinon, c'est un peu dommage. Si on a une licence de psychologie, mais qu'on n'a pas le master, pour être psychologue, c'est pas possible. C'est le passage obligatoire, donc oui, master. Et quel master vous envisagez? Master orientation, insertion, conseil. D'accord. Et qui consiste en quoi? Vous voyez faire quoi comme métier derrière ça? Alors moi j'ai une idée très spécifique. Moi je voudrais aider à l'orientation et à la construction de projets pour les personnes qui ont un syndrome Asperger ou qui sont atteintes d'autisme ou de TDAH. Donc moi c'est vrai que je me cible plus sur une population en particulier. Mais ça m'est propre, c'est mon projet. Après chacun à le sien. Tout à fait. Bon, écoutez, il y aura peut-être des questions pour vous. Si vous voulez poser des questions à Léa sur les études de psychologie, n'hésitez pas. Alors, on va passer la main à Avignon. Si vous voulez bien prendre le relais, on vous écoute. Paul Payan, par exemple, pour l'histoire. Mais je vais dire un mot aussi de la géographie. Moi, je suis donc historien médiéviste, mais je suis aussi directeur des études de l'UFR Sciences humaines et sociales à l'Université d'Avignon. Et donc, effectivement, je vous propose de vous montrer d'abord avec une ou deux diapos
l'architecture générale de nos formations en sciences humaines et sociales à l'Université d'Avignon. Évidemment, nous sommes beaucoup plus petits qu'à Aix. Nous avons 3 licences en sciences humaines et sociales, celle d'histoire, celle de géographie et aménagement, et celle d'information et communication. Pour information et communication, je laisserai dans quelques minutes mon collègue vous présenter ça plus en détail. Qu'est-ce qui réunit ces 3 licences, cette idée de sciences humaines et sociales? Faut voir que si vous voulez vous inscrire dans ces cursus, il faut avoir un intérêt finalement pour le fonctionnement des sociétés humaines. C'est ça qui nous réunit dans les sciences humaines et sociales. En histoire, on les aborde dans le temps, dans la chronologie, en géographie dans l'espace, et puis en information et communication dans leur interaction sociale et de communication. Donc il y a des choses qui nous réunissent. C'est pour ça que même si vous vous inscrivez dans une de ces 3 licences, en première année, on s'attache par l'intermédiaire d'un portail à vous faire suivre des cours dans les 2 autres disciplines. Et j'ajoute que si jamais vous avez l'impression en première année de vous être un peu trompé, de préférer plutôt la géographie que l'histoire, ou de passer en information et communication, il y a des passerelles qui sont possibles, notamment en fin de première année. Alors j'ajoute que on part donc d'une formation généraliste en première année, et puis petit à petit on se spécialise. Ça c'est vous l'avez déjà vu pour la psychologie, c'est un système qu'on retrouve un peu partout, et on se spécialise par le biais de parcours à partir de la L2 notamment. Alors je ne sais pas si vous voyez sur ma diapo parce que c'est écrit petit, mais on a 2 ou 3 parcours selon les licences. En histoire, un parcours vers la recherche et l'enseignement, un autre vers le patrimoine, c'est une de nos spécialités à Avignon. Vous voyez peut-être que on est dans un contexte de toute façon patrimonial riche à Avignon. Et nous n'avons pas par contre de cursus d'histoire de l'art, alors qu'il y en a un à Aix. Du coup, nous avons intégré dans la formation en histoire quelques enseignements d'histoire de l'art et d'archéologie, et surtout une réflexion sur ces métiers du patrimoine et sur ce que sont les usages du patrimoine aujourd'hui. En géographie, 2 parcours aussi, un en géographie appliquée et un en métier de l'enseignement. Je dirais que la formation la plus riche à Avignon en géographie et aménagement, c'est justement celle qui tourne autour de la géographie appliquée. C'est assez différent que ce que vous faites en lycée. Et c'est-à-dire une géographie appliquée à la cartographie, au système d'information géographique, notamment au numérique. Et c'est un secteur qui donne d'excellents débouchés. Et 3 parcours en information et communication, mais ça je laisserai mon collègue le présenter. Important, nous avons, et ça c'est un peu une originalité, 2 CMI, des cursus master ingénierie. Les CMI sont des choses qui sont apparues il y a quelques années plutôt dans les sciences exactes. Et en réalité, c'est ouvert maintenant un peu dans les sciences humaines. Alors nous on en a 2, un en géographie, un en histoire. Celui de géographie est un peu plus ancien, il date de quelques années. Celui d'histoire est tout récent, c'est sa 2e année et ça a été le premier en France à ouvrir. L'idée c'est de former des historiens. Les étudiants qui sont en CMI suivent la licence d'histoire, ceux de géographie suivent la licence de géographie, mais ils ont en plus une formation supplémentaire, quelques cours en plus, un encadrement plus serré. Dans des domaines plus techniques. Alors en histoire, l'idée c'est de former des historiens qui soient capables d'intervenir soit à titre d'experts ou de conseillers ou de concepteurs dans des contenus multimédia. En géographie, davantage centré justement sur la modélisation, donc sur la géomatique. Et donc ce sont de tout petits groupes d'étudiants. Et là pour faire partie de ces CMI, il y a évidemment une sélection. C'est sur Parcoursup. Sauf qu'il faut aller les chercher ailleurs, c'est-à-dire plutôt dans la partie ingénierie que dans les parties licences généralistes. Mais si vous n'êtes pas passé par Parcoursup pour être dans le CMI, il est possible aussi d'intégrer ces CMI directement en début de première année, si vous vous rendez compte que cela vous intéresse. Voilà. Et j'ajoute enfin, vous voyez tout à fait à droite de ma diapo,
nous avons ouvert cette année un parcours d'accompagnement. Alors ça, c'est dans le cadre justement de Parcoursup. Les formations en histoire et en géographie ne sont pas sélectives, hein, mais nous avons la possibilité, et nous avons utilisé cette possibilité, d'accepter des étudiants sous condition. C'est le fameux WICI. Hein. Et pour ceux que l'on accepte sous condition, on les inscrit dans un parcours particulier où l'étudiant est particulièrement accompagné, aidé, et où il fait sa première année de licence en 2 ans, de façon à être davantage aidé pour la réussir. Voilà. Cela dit, je vous précise tout de suite que c'est un parcours principalement destiné à des étudiants qui viennent d'un bac pro et qui sont du coup moins armés pour réussir nos licences. Voilà très rapidement l'architecture générale de nos licences ici. Un mot sur les poursuites en master, mais voilà, pour dire qu'on a évidemment un master dans chaque discipline, avec là aussi des spécialités, mais je ne m'attarde pas. Et les débouchés qui sont variés, hein, bien sûr. Souvent, les sciences humaines, ça fait un peu peur, on dit qu'il n'y a pas de débouchés. Les statistiques montrent que l'intégration professionnelle des étudiants qui après le master est très bonne, surtout en infocom et en géographie d'ailleurs. Alors vous voyez quelques exemples de débouchés qui s'affichent ici, mais en réalité ils sont très variés, hein, et c'est pour ça que je n'en ai mis que quelques exemples. Je m'arrête pour passer la parole à mon collègue qui va vous présenter plus précisément l'information et la communication. Merci Paul et bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être un petit rappel sur la manière dont va s'organiser ce département des sciences de l'information et de la communication et situer ces nombreux partenariats institutionnels que sont le Festival d'Avignon, la Maison Jean Villard, l'Institut du son et des techniques du spectacle, le ministère de la Culture, c'est la qui suit juste après. Le ministère de la Culture, l'AJMI, donc Association de Jazz et Musique Improvisée, et le Festival de Cannes, et il y en aurait d'autres à citer. Cette licence d'information et communication est proposée tout au long des 3 années après le baccalauréat, dans le prolongement du DUG Médiation culturelle et communication qui existe à l'Université d'Avignon depuis 1984 et permet d'accueillir 100 à 120 étudiants par promotion. Merci. Donc on va dispenser différents types d'enseignements, que ce soit des cours magistraux, des travaux dirigés, des ateliers pratiques, qui s'établissent par le biais d'un contrôle continu des connaissances, matérialisé par des partiels, dossiers individuels et collectifs, et une série de présentations orales, qu'il s'agisse ici de travaux individuels ou qui se réalisent en groupe. Ce qui va faire la spécificité en infocom, c'est d'abord une acquisition progressive d'une double compétence, et particulièrement à Avignon, liée à nos travaux de recherche autour de questions culturelles et communicationnelles, et d'enseignements qui sont donc assurés à la fois par des enseignants-chercheurs, mais aussi par un tissu de professionnels, notamment liés au partenariat qui était cité tout à l'heure, dans le cadre d'une formation qui est adossée au laboratoire culture et communication et au centre Norbert Elias notamment. La spécialisation, elle vous a été rappelée tout à l'heure par Paul Payan autour de différents parcours. On peut aussi désormais intégrer un 3e parcours qui est celui de la création numérique que nous partageons avec nos collègues de Toulon, et un 4e plus destiné à des régisseurs généraux du spectacle vivant qui ont une expérience d'au moins 5 ans et qui sont en formation à l'Institut du son et des techniques du spectacle à Avignon. C'est également un accompagnement, alors il vous a été présenté dans le cadre de l'allure, mais disons un accompagnement aussi jusqu'en L3 sur le projet professionnel par le biais d'enseignement, une expérience professionnelle qui se déroule dans le cadre d'un stage de 6 semaines dès la 2e année de licence, et qui est complété aussi par une possibilité de poursuivre un semestre à l'étranger
par le biais du programme Erasmus en Europe ou hors de l'Europe. Et une présence qui vous a été rappelée au contact de professionnels au sein de l'équipe enseignante qui accompagne aussi cette professionnalisation de nos étudiants. Du point de vue plus formel, là aussi je ne vais pas forcément spécialement développer en fait ces choses-là, elles ont été présentées aussi tout à l'heure, mais rappeler qu'il y a un certain nombre d'enseignements transversaux, de communs aussi aux sciences humaines et sociales, et puis des enseignements qui sont plus spécifiques à l'information et la communication. L'objectif de cette formation en matière de connaissances et de compétences est de former nos étudiants aux théories des sciences de l'information et de la communication, à des méthodologies et des techniques de communication, qu'elles soient écrites, orales, iconiques ou numériques, et également d'appréhender l'analyse et la production de discours de communication. C'est-à-dire qu'ici, il s'agit, en lien avec la thématique culturelle et communicationnelle, de sensibiliser nos étudiants aux enjeux que posent les mondes de l'art et de la culture aujourd'hui, à leur histoire et leur sociologie, mais également celle des médias, à une approche plus institutionnelle également de la culture en France et en Europe, et également une approche qui va tourner autour de la sociologie de la culture liée au public dit de la culture. En complément de ces temps de formation théorique et méthodologique, un accompagnement professionnel est proposé aux étudiants autour d'ateliers d'écriture, de techniques de présentation orale, de la conception et d'écriture interactive, d'ateliers numériques et de créativité, où ils vont être sensibilisés également à la question du codage et au système d'information, notamment lié aux questions que pose le numérique et ses outils. Les compétences attendues dès l'entrée en licence sont les suivantes, c'est-à-dire être un étudiant et une étudiante curieuse et cultivée, avoir une envie d'aiguiser son esprit critique, d'avoir des compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, en ayant une excellente maîtrise de l'écrit et de l'oral. Et à l'issue de la licence, nous accompagnons nos étudiants dans une meilleure compréhension de l'analyse des situations de communication, de la conception et la production de stratégies de communication, de la conception, la création et l'exploitation des espaces numériques, audiovisuels ou médiatiques, à l'organisation d'événements dans le domaine culturel et particulièrement aussi en complément de leur formation par le biais d'engagements associatifs qu'ils peuvent réaliser et sur lequel reviendra aussi Gabin, qui représente ici les étudiants de la licence. En termes de débouchés professionnels, ils sont affichés, ils vous ont été présentés aussi tout à l'heure. Je n'ai pas spécialement ici les détailler et y revenir, sauf s'il y a des questions qui se posent. Vous rappelez qu'effectivement, à l'issue de ces 3 ans de formation, vous aurez également la possibilité de poursuivre la formation en master dans la mention stratégie du développement culturel, dans 2 domaines de spécialité que l'on retrouve en licence, à savoir l'art et technique des publics et la question des médiations, des musées et des patrimoines. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation et vous remercie pour votre attention. Oui, merci pour cette présentation. Et donc, Gabin, qui est à côté de vous, est-ce que vous pouvez aussi nous parler un petit peu de votre expérience de la L1 Infocom? Comment ça se passe pour vous? Oui, bonjour, très bien, j'ai des plutôt bons résultats. Je suis arrivé ici après un bac scientifique, étonnamment, parce que c'est plutôt une filière qu'on pourrait caser dans la case, entre guillemets, littéraire. Alors, je suis issu d'une réorientation, c'est-à-dire que j'ai fait quelque chose dans la continuité du bac scientifique, j'ai fait une licence de physique, chimie, et cette année, je me suis réorienté, donc je suis en première année. Et voilà, et j'ai découvert cette licence-là, justement, comme le disait M. Ferrin, grâce à l'engagement associatif. J'ai dû faire de la communication, j'ai dû avoir un rôle, un poste, et ça m'a énormément responsabilisé et ça m'a intéressé. Et les techniques de communication qui sont liées au domaine des médias et de la culture, ça me passionne énormément. D'accord, donc vous êtes passé des sciences à la formation communication, mais vous pouvez allier les deux de toute façon dans ces domaines-là, non? Tout à fait. Ceci dit, votre but, c'est quoi en ayant changé un peu comme ça d'orientation? Vous envisagez quoi après? J'aime beaucoup l'univers de l'université, justement, et j'aimerais bien continuer avec un master que propose justement Avignon, et ensuite, pourquoi pas, avoir un doctorat et peut-être voir les métiers de l'enseignement. D'accord, donc vous vous destineriez plutôt au métier d'enseignant-chercheur, hein. Éventuellement, ça me plaît en tout cas, aujourd'hui.
D'accord, très bien. Bon, si vous avez des questions, les lycéens, n'hésitez pas aussi à les poser à nos deux étudiants. Si vous voulez bien, on va commencer à répondre aux questions, parce qu'il y a pas mal de questions par chat. Alors, une première question. Est-ce qu'il y a une possibilité de passerelle entre le métier de psychologue et le métier d'orthophoniste? Donc, on va vous laisser répondre. Alors, il y a un certain nombre de métiers qui utilisent des connaissances qui sont développées par la psychologie. C'est le cas des orthophonistes, c'est le cas des psychomotriciens, c'est le cas d'un certain nombre de... Dans les faits, la formation pour devenir orthophoniste ne nécessite pas pour se présenter au concours, d'avoir fait des études en psychologie. Par contre, c'est des études qui peuvent tout à fait y préparer. Récemment, des étudiants en orthophonie sont venus présenter leur formation à nos étudiants en psychologie. Donc, c'est des choses qui sont proches. C'est pas une passerelle formelle. Voilà, je pense que je réponds à la question. Alors, est-il possible de faire des stages à l'étranger en L3? Alors, pour la psychologie, un stage obligatoire en licence 3, c'est possible de faire un stage à l'étranger. Pour les échanges à l'étranger, ce qu'on favorise plutôt, c'est alors dans ces cas-là des cadres d'échanges internationaux comme Erasmus, plutôt que spécifiquement le stage. C'est quand même plus facile à organiser comme ça. Il y a beaucoup d'échanges avec le Canada en psychologie, je crois aussi. Ah oui, nos étudiants aiment bien aller au Canada, oui. Ouais. Des bonnes études de psychologie aussi là-bas. Donc vous pouvez partir à l'étranger, soit en stage, et soit plutôt en échange Erasmus. C'est peut-être encore plus facile. Je pense que c'est plus facile en Erasmus. Ouais. Et sur Avignon, il y a des possibilités de faire des stages à l'étranger en L3? Bien sûr, mais je répondrai de la même façon, c'est-à-dire que le plus courant se passe par des échanges Erasmus, que l'on encourage, il y en a beaucoup. Pour les étudiants en CMI dont je parlais, c'est même obligatoire d'avoir un petit moment à l'étranger au cours de la licence. Et nous avons des accords variés avec ça. Et c'est également le cas en information et communication. Oui, plus spécifiquement en L2 que la L3, et on est attentif aussi en termes de niveau de la langue, et notamment de l'anglais, qui est des prérequis, de manière à mieux accompagner aussi les étudiants qui partent à l'étranger en s'assurant qu'ils ont une maîtrise de la langue anglaise, puisque la découverte d'enseignement comme aussi une adaptation à l'étranger peut potentiellement poser des problèmes. Donc au préalable, on s'assure avec eux une certaine maîtrise aussi de la langue anglaise. Il y a des cours d'anglais en psycho aussi, oui. Tous les ans, il y a de l'anglais. Oui, puisque 90% des articles scientifiques sont écrits en anglais, il faut qu'on sache les lire. Voilà, donc vous faites de l'anglais pratique, vous apprenez à décrypter des articles plutôt scientifiques ou des livres de psychologie même. Alors, est-ce qu'avec un 10 de moyenne, mais beaucoup de motivation, on peut rentrer à la fac? Qui veut répondre à ça? Bien sûr, on peut. Alors, peut-être il faut faire la différence entre les filières sélectives et celles qui ne le sont pas. Chez nous, la filière information et communication est sélective. Mon collègue pourra en dire un mot sur les critères. Pour le reste, en histoire, en géographie, comme je vous ai dit, la sélection porte juste sur éventuellement une inscription conditionnelle, mais c'est moins les notes proprement dit que l'on va regarder, qu'une espèce d'équilibre dans le parcours. Et puis la motivation compte, bien sûr. Donc pas trop d'inquiétude là-dessus. Sachant que, alors la première année, oui, c'est vrai qu'on l'a pas trop dit. La première année est toujours un peu effrayante en termes de taux de réussite. Quand on voit les chiffres, on est à moins de 50% de réussite à la fin de la première année. Alors, il faut bien comprendre que ce taux d'échec, il s'explique essentiellement par un problème d'orientation justement, ou d'implication dans la formation. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez quelque part par défaut, simplement parce que il faut avoir une carte d'étudiant, eh bien là l'échec est vraiment fort probable, parce que
Et donc dans ce cas-là, il faudra penser à se réorienter. Mais quelqu'un qui sait pourquoi il est là et qui se donne les moyens en suivant les conseils qu'on lui donne d'avancer, même s'il a des difficultés, il a de très fortes chances de passer ce cap de la première année. Un mot pour les critères en Infocom. Oui, du coup, partant de ce constat, on va avoir effectivement une démarche plus sélective en étant attentif à la motivation, un certain engagement associatif, un lien qui est fait dans cette motivation aussi avec l'offre de formation dans cette licence Infocom, et essayer effectivement d'être attentif en complément à cette question des notes, mais je dirais qu'elle n'est pas discriminatoire. À 10 ne garantit pas et n'exclut pas d'une intégration au sein de la licence Infocom. Et en psycho, c'est un petit peu le genre de réponse peut-être? Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Tiens, on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il y a un effet du type de bac sur la réussite? Alors en licence 1, oui, on le voit. En psychologie, le taux de réussite est plus élevé pour les étudiants qui ont fait une filière générale, pour les lycéens qui ont un bac général. Mais par la suite, les choses s'équilibrent. En fait, le taux d'échec qui est assez élevé, effectivement, qui est le taux de réussite qui est faible, entre 50% en L1, passe à près de 80% en L2 et en L3, il est entre 85 et 90%. Autrement dit, c'est bien la première année qu'il faut passer. Et si on regarde ces taux de réussite en fonction du type de bac, on voit que les bacs pro ont le même taux de réussite en licence 3, c'est-à-dire près de 80-85%. Autrement dit, c'est bien une question de motivation et la motivation qui se nourrit de l'intérêt qu'on y trouvera. Et donc, alors, pour certaines disciplines qui sont des disciplines nouvelles pour vous, on conçoit que c'est difficile de savoir juger ça. Nous, on vous encourage vraiment à commencer dès maintenant à regarder des ouvrages d'introduction, des manuels qui vous donneront une idée plus précise de la discipline à laquelle vous vous destinez, pour pouvoir percevoir les éléments d'intérêt. Alors pour la psychologie, je vous en donne deux. À mon avis, il y a deux choses qui font qu'on s'intéresse à la psychologie. La première, c'est ce qu'on appelle l'intérêt investigateur, c'est l'envie de comprendre. C'est le plaisir qu'on dit « Ah, j'ai compris quelque chose ». Mais cette compréhension, c'est un effort aussi. Voilà, il faut lire, il faut utiliser des méthodologies pour ça. Ce plaisir de la compréhension qui est le plaisir du scientifique quelque part. Et puis nous en psychologie on a un autre intérêt important qui est la volonté d'aider, l'intérêt social, le plaisir qu'on a quand on se dit qu'on a aidé quelqu'un, qui est un vrai plaisir fondamental, qui fonde un intérêt aussi professionnel. Quand on a les deux, on a toutes les chances de trouver son intérêt en psychologie. Et cette motivation, cet intérêt, pour moi, sont le facteur vraiment prépondérant de la réussite, au-delà des notes de terminale par exemple. Alors on va continuer sur ce genre de questions-là, parce que je vois deux questions où on nous demande qu'est-ce qu'on regarde dans les bulletins pour entrer en psychologie et quels sont les critères spécifiques pour entrer en psychologie. Donc c'est un peu la continuité de ce que vous étiez en train de dire. Alors j'avais préparé quelques diapos qui montraient l'algorithme utilisé dans Parcoursup tel qu'on l'a utilisé. Ce serait intéressant de faire ça? Mais pourquoi pas? Oralement peut-être, si c'est pas trop compliqué. Alors, je vous dis ce qui a été fait dans l'UFR Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines à Aix-Marseille l'année dernière. Toutes les raisons de penser que ce sera assez proche cette année, mais il n'y a pas de garantie. L'année dernière, l'algorithme utilisait en fait une moyenne. Alors, il faut savoir que nous, on avait plus de 5000 candidatures, d'accord. Donc classer 5000 candidatures, ça n'a rien d'évident. Il y avait trois critères. Un critère qui est basé sur les notes de première et de terminale, qui avaient toutes le même coefficient 1, indépendamment de la nature du bac. Donc voilà, que ce soit des maths en terminale S ou du sport, voilà, la pondération était la même. Cette note globale conduisait à un tiers de la note totale. Les deux autres tiers étaient liés à la fiche à venir. La fiche à venir qui est remplie par les professeurs principaux. Et ce sont des avis sur la cohérence du projet, sur l'investissement, etc. Donc c'est des éléments comme ça qui sont a priori qualitatifs, qui sont transformés en une note sur 20. Et on en fait une moyenne, ce qui fait le deuxième tiers de la note qui fait le classement. Et le dernier tiers, en fait, c'est une question spécifique de la fiche à venir qui est la cohérence du projet.
Et donc cette évaluation par les professeurs principaux à elle seule conduit en grande partie au classement final. Voilà. Donc je m'adresse en même temps aux professeurs qui nous écoutent. Sachez que cette décision que vous prenez a une influence très forte sur le classement. Alors après, je voulais relativiser un petit peu. En psychologie à Aix-en-Provence, tous les lycéens qui ont souhaité venir et qui sont restés patients pendant les 2 mois d'été, qui ont conservé leurs vœux, ont pu s'inscrire au final. Il n'y a pas eu de sélection à proprement parler, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les villes, mais bon voilà. L'influence de cette note est surtout sur votre position dans la liste d'attente. C'est pas vraiment sur le fait d'être reçu ou pas en psychologie par la suite. Donc on peut leur dire qu'ils seront pris probablement, du coup. Très probablement. Pour ne pas les décourager. Et on peut leur dire de ne pas s'inquiéter, parce que je vous disais qu'on avait plus de 5000 candidatures, il y a un peu plus de 1000 places, mais ça veut dire que la personne qui était classée 5000e a eu un oui à un moment donné. Alors ça arrivait tardivement, ça arrivait fin août ou début septembre. Voilà, bon, cette année ça va être plus court, puisque normalement il est dit que 19 juillet tout le monde devrait avoir eu sa réponse. Donc vous passerez peut-être de meilleures vacances que vos prédécesseurs. On vous le souhaite.